Le son des tambours traversait le crépuscule, dorait-elle une prière ancestrale. Dans la vaste savane, où le ciel semblait reposer sur les cimes des acacias, les anciens se rassemblaient autour du feu. Les plus jeunes s'approchaient, les yeux brillants de curiosité. C'était une nuit de conte. Avant que l'homme blanc ne foule cette terre, avant même que le navire ne tranche le sel de l'Atlantique, il existait des royaumes aussi vastes et glorieux que n'importe quel empire d'Europe, disait le griot, d'une voix rauque, chargée d'histoire de poussière. Ce soir, je vais vous parler de deux d'entre eux, deux titans de l'or, de l'honneur et de la guerre, les Mandingues, seigneurs du Sahel, et les Ashantis, rois des forêts d'or. Le feu crépitait, mais nul ne détournait les yeux du vieux griot. Les Mandingues naquirent là où la terre embrasse le désert. Les Ashantis, là où les arbres étreignent les rivières. Mais tous deux édifièrent des empires avec courage, sagesse et des tambours qui résonnent encore. Des siècles avant les routes coloniales, le cœur du Sahel battait au rythme du commerce et de la diplomatie des peuples mandés. Le clan des Mandingues, descendant des Soninké et héritier de l'ancien empire du Ghana, commença à s'étendre sous la conduite d'un homme promis à la légende, Soundiata Keita, fils d'une prophétie. Soundiata était un enfant infirme, méprisé par beaucoup, mais son destin ne pouvait être nié. Après des années d'exil et d'apprentissage, il retourna sur sa terre natale pour la libérer du tyran sorcier Soumoro Kanté, souverain du royaume de Sosso. La bataille de Kirina, en 1235, fut plus qu'un affrontement militaire, ce fut la naissance d'un empire. Sous Soundiata, l'empire du Mali connut une expansion sans précédent. Avec pour capitale Niani, sur les rives du Niger, la nation mandingue consolida sa puissance en contrôlant les routes commerciales qui traversaient le désert, transportant or, sel, noix de cola, ivoire et esclaves. Mais ce n'étaient pas seulement les richesses qui voyageaient. Les idées, la foi et le pouvoir circulaient aussi. Les cités de Djenné et Tombouctou devinrent des phares du savoir, où l'on lisait Aristote et copiait des Corans sur des parchemins fins comme des feuilles de baobab, murmura le griot, tandis que les flammes vacillaient. Là, l'or coulait comme de l'eau. Mais c'est avec Mansa Moussa que le monde découvrit vraiment qui étaient les Mandingues. En 1324, Mansa Moussa, peut-être le souverain le plus riche de l'histoire de l'humanité, traversa le Sahara lors d'un pèlerinage à la Mecque devenu légendaire. Il emmenait des milliers d'hommes, des tonnes d'or et une générosité telle qu'elle déstabilisa les économies locales. En Égypte, l'or mandingue inonda le marché pendant plus d'une décennie. Mansa Moussa n'était pas seulement un roi fortuné, il était un mécène de la culture, de la foi islamique et de l'architecture monumentale. Il fit construire des mosquées, des écoles, des bibliothèques. Sous son règne, le Mali était le joyau de l'Afrique de l'Ouest. Pendant que les Mandingues dominaient les horizons du nord, au sud, dans les forêts denses de l'actuel Ghana, une nouvelle force émergeait. Les Ashantis, descendants des Akanes, vivaient entre collines et rivières chargées d'or. Mais ils étaient divisés en petits États, jusqu'à ce qu'une femme et un roi changent tout. À la fin du XVIIe siècle, Ose-Tutu, avec l'aide du prêtre Okonfo Anoki, unifia les peuples Akanes sous un seul symbole sacré, le trône d'or descendu du ciel par les mains des ancêtres. Dès lors, l'Ashanti ne fut plus un simple royaume. Il devint une nation spirituelle. Le trône ne pouvait toucher le sol. Il n'était pas destiné aux hommes, mais aux esprits de tous les Ashantis, vivants et morts, déclara le griot, et quelques jeunes frissonnèrent en s'ajustant sur le sol. Ose-Tutu créa Kumasi comme capitale et fonda un système politique sophistiqué, avec des conseils régionaux, des lois codifiées et une diplomatie stratégique. L'armée Ashanti, équipée de mousquets obtenus par le commerce avec les Européens, entama rapidement une expansion territoriale. L'or, les esclaves et la noix de cola circulaient dans des caravanes à travers la forêt. Cette richesse finançait sculpteurs, tisserands, forgerons. Apparurent les masques à Dinkra, les tissus cantes, les récits héroïques transmis par voie orale. Au XVIIIe et XIXe siècle, les Ashantis défièrent les Britanniques, repoussant les invasions lors de guerres légendaires. Leur chef de guerre, comme Yaa Azantois, une reine-mère qui mènerait une révolte au XIXe siècle, montrèrent que, dans le cœur de la forêt, l'esprit des ancêtres ne se plie pas facilement. Bien qu'éloignés par le climat, la culture et la langue, Mandingues et Ashantis partageaient des valeurs communes, le respect des ancêtres, la centralité de l'or, la tradition orale préservée par les griots, et la foi, qu'elle soit islamique ou tournée vers les Vaudins et les esprits de la forêt. Si le Sahel était une tapisserie de sable et d'immensité, la forêt était un kaléidoscope de feuilles et de mystères. Mais tous deux prospérèrent sans jamais dépendre du regard ou de l'approbation de l'étranger. Ils ne furent pas façonnés par la main européenne, mais forgèrent leur propre grandeur et résistèrent comme ils le purent au choc du monde à venir. Ceux-là furent les empires de gloire, avant le temps de la honte,
conclut le griot, maintenant silencieux, les yeux fixés sur les braises. Au fond de la nuit, l'écho d'un tambour lointain sembla répondre. Les jeunes ne bougeaient pas. Dans leurs esprits, dorés par les images, s'élevait un Mali aux mosquées immenses et une Kumazi au palais d'or. L'histoire commençait là, entre sable et forêt, entre mythe et réalité. Les sables du Sahel et les jungles du Sud ont été témoins de la splendeur de deux mondes qui ont fleuri avec vigueur. Mais toute gloire a un prix. Et les empires mandingues et Ashanti, chacun dans sa majesté, allaient bientôt découvrir que maintenir un trône exige plus que de l'or. Cela exige de la sagesse, et parfois du sacrifice. Après l'apogée sous Mansa Musa, l'empire du Mali semblait invincible. La culture islamique s'enracinait dans les centres urbains. À Tombouctou, des savants venus du monde arabe se réunissaient pour étudier l'astronomie, la médecine, la philosophie. Les manuscrits étaient copiés avec soin. Djenné, avec sa monumentale mosquée en terre, devenait un symbole de l'architecture africaine. Mais à l'intérieur, l'empire commençait à se fissurer. Les successions de pouvoir devenaient instables. Après Musa, des rois faibles occupèrent le trône, incapables de contenir les ambitions des gouverneurs provinciaux. Les mares éloignées de l'empire commencèrent à agir de façon autonome. De plus, de nouveaux concurrents apparaissaient. L'empire Songhai, dirigé par des puissants comme Sunni Ali et Askia Muhammad, s'empara de Djenné, de Tombouctou et d'une partie du territoire mandingue. Les mandingues résistèrent, mais perdirent le contrôle des routes commerciales vitales. Les coffres de Niani se vidèrent. L'or commença à se tarir, et avec lui, la loyauté des hommes, murmurait le griot d'une voix plus grave. Ce qui jadis rugissait comme un lion devint le chuchotement des hyènes. Pourtant, l'héritage mandingue perdura pendant des siècles. L'organisation politique, la culture islamique africaine et la sagesse ancestrale survécurent à la chute du trône. De nombreux clans mandés, même après le déclin du Mali, migrèrent et fondèrent de nouvelles chefferies dans d'autres régions, notamment les Fula et les Bambara, qui maintinrent vivante la lignée guerrière et spirituelle des anciens rois du Sahel. Pendant que le Mali perdait son souffle, les Ashantis s'élevaient comme une force implacable dans les forêts du Sud. La structure administrative créée par Osei Tutu fut perfectionnée par ses successeurs. L'empire Ashanti devint une machine militaire et économique admirée même par ses ennemis. Les troupes étaient bien organisées, divisées en régiments et dirigées par des généraux expérimentés. La capitale, Kumazi, était un centre urbanisé, avec des marchés regorgeants d'or, de tissus cantes, de sculptures en bois et de perles de verre. Le commerce avec les Européens, notamment les Hollandais, Danois et Britanniques, apporta des armes à feu et de nouvelles stratégies. En échange, les Ashantis fournissaient de l'or et des esclaves, capturaient lors de campagnes militaires contre les peuples voisins. L'Empire étendait ses frontières, absorbant des peuples et imposant des tribus. Mais ce n'était pas seulement la poudre qui les rendait redoutés, disait le griot. C'était le lien avec les ancêtres. Le trône d'or. La certitude que, tombé au combat, le guerrier rejoindrait les esprits du clan, honoré pour l'éternité. La société Ashanti était complexe et bien structurée. La lignée matrilinéaire donnait aux femmes un rôle important. Les reines-mères, comme Nana Y. Azantois, pouvaient influencer les conseils, choisir les rois et même diriger les armées, comme ce serait le cas à la fin du XIXe siècle. Cependant, cet âge d'or allait aussi apporter ses défis. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest commença à ressentir les effets les plus brutaux du commerce transatlantique. Les royaumes africains, y compris les Ashantis, participèrent activement à la traite des esclaves. C'était un jeu cruel et ambigu. Pour conserver leur pouvoir et leur richesse, ils devaient capturer et vendre d'autres Africains. Cela créait des tensions internes. Des peuples rivaux étaient anéantis. Des clans entiers disparaissaient. L'économie locale commençait à dépendre de l'esclavage au lieu de se diversifier. De plus, les puissances européennes devenaient de plus en plus ambitieuses. Les Britanniques, en particulier, étaient déterminés à dominer la côte de l'actuel Ghana. Lorsque les Ashantis empêchèrent la construction d'un comptoir commercial sur leur territoire, les Anglais répondirent par les armes et l'arrogance. Commença alors ce qu'on appelle les guerres anglo-ashantis, une série de conflits qui durèrent près d'un siècle. En 1874, les Britanniques pillèrent et incendièrent Kumazi. Le trône d'or faillit être capturé. Mais l'esprit des ancêtres ne resta pas silencieux. En 1900, une femme déjà âgée se leva contre l'invasion. Elle s'appelait Y. Azantois. Reine-mère des Jésus, elle réunit les chefs et les défia. Si les hommes ont peur, alors nous, les femmes, nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'à la dernière. Elle mena le dernier grand soulèvement Ashanti. Elle fut vaincue, exilée, mais elle devint un symbole de la résistance africaine jusqu'à aujourd'hui.
L'empire du Mali s'éteignit, éclipsé par le temps, mais son héritage demeure dans les noms, les histoires et les manuscrits cachés dans le Sahara. Le mandingue résonne encore dans les chants des griots, les rituels des descendants et la foi des peuples musulmans de l'Afrique de l'Ouest. L'Empire Ashanti fut officiellement annexé à l'Empire britannique en 1902. Mais le peuple Ashanti ne disparut jamais. Sa langue, ses traditions et sa fierté sont encore vivantes dans le Ghana d'aujourd'hui. Le trône d'or reste sacré et intouché par des mains étrangères. Les deux empires, bien que blessés, ne se sont jamais agenouillés. Et c'est pourquoi leurs histoires sont encore racontées. Car là où il y a mémoire, il y a pouvoir. Et là où il y a tambour, il y a vie. Le griot se leva. Le feu n'était plus que braise. Mais les yeux des jeunes brûlaient d'une autre flamme. Cette nuit-là, ils ne dormiraient pas comme des enfants. Ils dormiraient comme des héritiers de royaume.